Bulle de vie, votre magazine santé avec Mutualia, complémentaire santé et prévoyance pour les familles, les seniors, les entreprises et les associations. Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bulle de vie avec Hugo Guérin, fondateur du mouvement Men Cause Men Combat à La Rochelle, et le docteur Latour, médecin généraliste à Rochefort. Nous allons parler des cancers masculins et plus particulièrement celui de la prostate. Hugo, vous êtes coiffeur à La Rochelle et fondateur du mouvement Men Cause Men Combat. Qu'est-ce que ce mouvement ? Bonjour Jordan. Alors qu'est-ce que ce mouvement ? En fait, Men Cause Men Combat, je l'ai créé en octobre 2019. En fait, c'est un mouvement, comme vous le dites si bien, c'est pas une association. La différence, c'est qu'on ne souhaite pas récupérer des fonds. Et le but de ce mouvement, c'est de sensibiliser, d'impacter, sans choquer les hommes face au cancer de la prostate. Parce que malheureusement, en 2022, c'est un sujet qui reste encore beaucoup trop tabou. Et il faut démystifier ce sujet et faire avancer les choses. Et j'ai créé ce mouvement tout simplement pour faire avancer les choses. Mmh. Voilà. Et par rapport à Movember ou Novembre Bleu, votre action, elle est complémentaire ? Alors oui, en quelque sorte, on va dire qu'elle est complémentaire. Après Movember, c'est également un mouvement national. Men Cause Men Combat, pour nous, c'est un mouvement local. On a souvent entendu dire, depuis qu'on l'a créé, c'était un mouvement rochelais. Alors, ce n'est pas spécialement un mouvement rochelais. En fait, on l'a créé à La Rochelle parce que je suis domicilié à La Rochelle. Et donc, du coup, c'était plus simple pour nous de réaliser ces photos à La Rochelle jusqu'à présent. Mmh. Entre autres, la dernière photo a été réalisée à Surgères, la 4e photo. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, c'est un mouvement qui peut être aussi national, tout simplement parce que, justement, sur cette dernière photo, ça nous l'a prouvé, la 4e, nous avions aussi des garçons qui sont venus de Paris. Le plus loin était de Paris, entre autres, et donc du coup on devient national. Donc voilà. Oui. Et comment justement vos actions au travers des photos, comment ça s'est mis en place ? Est-ce que vous avez choisi le dernier scénario de la photo ? Alors en fait, comment ça s'est mis en place ? C'est-à-dire qu'en octobre 2019, un matin, je me suis levé et j'ai eu une idée. En fait, j'ai eu un flash, sûrement. J'avais vu quelques jours avant à la télé Octobre Rose à Rochefort, toutes ces femmes qui défilaient avec leurs t-shirts roses. Je trouvais ça premièrement magnifique. Et deuxièmement, je me suis dit, mais l'impact est énorme, l'impact médiatique est énorme. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai un salon de coiffure. Donc, je suis commerçant, je côtoie de la clientèle tous les jours. Et malheureusement, le mot cancer, on l'entend tous les jours. Et je me rends compte que le cancer masculin, le cancer de la prostate, on n'en parle pas. Les hommes n'en parlent pas, c'est les femmes, les épouses des personnes atteintes qui vont en parler. Et malheureusement... Voilà, j'ai envie au jour d'aujourd'hui, en tant que petit commerçant ou petite personne, je ne sais pas, de faire du bruit, d'essayer de faire le plus de bruit possible, parce que malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, les municipalités ne font pas de bruit. Clairement, on soutient Octobre Rose et je suis premier à le faire, mais malheureusement, aujourd'hui, Novembre Bleu, comme on entend un petit peu parler, même si on entend très très peu parler, Novembre Bleu, c'est le mois du cancer masculin, mais quand on demande à des gens dans la rue qu'est-ce que Novembre Bleu, beaucoup de gens ne savent pas. Donc en fait, est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé de parler que de Novembre Bleu ou du cancer masculin toute l'année ? Ça serait encore mieux. Oui. Et parce qu'on est encore très loin d'être à Octobre Rose.
Et donc, du coup, voilà, le but, c'est de faire du bruit le plus possible. Et le scénario de la photo, on a pu voir sur les photos de votre site, votre page Facebook, que la dernière photo était avec des ballots de paille. Est-ce que le scénario là a été choisi ? Alors en fait, c'est l'avant-dernière photo. Celle-ci, c'est la 3e. La 4e, elle était en extérieur au mois d'octobre. Alors tous les hommes sont quand même super courageux. En fait, comment ça démarre ? On fait un appel à candidature sur les réseaux sociaux, entre autres. Et en fait, on demande à des hommes de tout âge, toute morphologie, de nous rejoindre sur la photo. Même s'ils ont déjà posé une fois, ils peuvent reposer à chaque fois. Et mon objectif, c'est plus on sera nombreux, plus on fera du bruit. La première photo, on était 19. La 2e en était 24, la 3e en était 38, la 4e en était 40, et on est en prévision de notre 5e photo dans quelques semaines. Et donc, le but, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux. Et pourquoi le scénario dans la paille ? C'était notre 3e photo, parce que les 2 premières photos étaient faites dans une salle un petit peu en intérieur. Les 2 premières photos se ressemblaient un petit peu. Et j'avais envie de réimpacter le regard des gens, de resensibiliser les gens. Et en fait, cette photo, elle est dans ma vitrine de salon de coiffure. Depuis 2 ans, je change à chaque fois la nouvelle photo. Je mets la nouvelle photo. Donc, elle prend vraiment l'emplacement de ma vitrine. Et en fait, les gens passent devant et je vois le regard des gens. Donc, les gens qui passent tous les jours devant, au bout d'un moment, ils voient toujours la même photo. Donc, la paille me parlait. J'avais envie de paille, tout simplement. D'accord. Docteur Latour, vous êtes médecin généraliste à Rochefort. Oui. Comment s'est fait, vous êtes engagé dans le mouvement depuis le début, comment s'est fait la rencontre avec Hugo ? Hugo, tout simplement, m'a contacté en tant que médecin et j'ai opté pour être avec lui dès le départ dans la mesure où cette pathologie est une pathologie que je rencontre moi au quotidien. C'est-à-dire que dans ma patientèle, tous les jours, je suis en contact avec des patients qui ont des problèmes de prostate. Alors, pas forcément des problèmes de cancer, et bien heureusement, mais des pathologies liées au vieillissement de notre organe, et notamment de cet organe, et notamment de la prostatite, l'hypertrophie de la prostate, et donc le cancer de la prostate. Hugo, pourquoi c'est si difficile aujourd'hui de parler des cancers masculins, alors que pour la femme, on en parle, il y a Octobre Rose. En fait, c'est difficile, ça pourrait ne pas l'être, mais je pense qu'aujourd'hui, personne n'aide l'homme à lui faciliter le fait d'en parler. Tout simplement parce que, voilà, comme je dis, je reviens sur les municipalités. À mon sens, les municipalités, on le voit bien à la télé, très peu de municipalités font des choses, par exemple, pour Novembre Bleu. Si on mettait des parapluies bleus, par exemple, dans les rues au mois de novembre, les gens se poseraient la question, pourquoi on fait ça ? Donc, obligatoirement, ça rappellerait des choses. Les médecins généralistes aussi, je trouve que les médecins, très peu de médecins vont parler à leur patientèle, parce que moi, je pose la question avant d'en parler avec Christophe. J'en parlais aussi avec ma clientèle. Je leur demandais, je leur posais ces questions-là. Est-ce que votre médecin vous en parle ? Et en fait, je me rends compte que très peu de médecins vont dire à leurs patients, arrivés à un certain âge, pensez à vous faire dépister et tout ça. Donc, comment on peut demander à des hommes de casser un tabou si nous, déjà, on les aide pas ? Ça reste un sujet qui est quand même... L'homme est très pudique déjà sur les sentiments, sur des tas de choses. Donc, du coup, voilà. Moi, aujourd'hui, je vais avoir 47 ans dans quelques temps. Et je fais partie de tous ces hommes concernés. Et voilà, si ça m'arrive un jour, je n'aurai pas de tabou d'en parler, parce que je serais très mal passé pour avoir un tabou d'en parler, justement. Oui, mais tout à fait, justement. C'est cette histoire de tabou, c'est que l'homme... Par rapport à la femme, il y a une grande différence, c'est que l'homme a une grosse pudeur par rapport à la sexualité. Pudeur lorsque cette sexualité risque d'être en défaillance. Bien au contraire, il en parlera plus que la femme si cette sexualité est bienveillante, est forte. La pathologie prostatique, en fait, elle va toucher intimement l'homme dans sa sexualité et du coup dans sa puissance, dans sa force. Et en fait, l'homme, s'il n'a pas de sexualité, il n'est pas un véritable homme. Il a l'impression, cette sensation de ne pas être un homme. Et c'est pour ça que c'est très très compliqué d'en parler, que les hommes nous en parlent. Ils ont peur de quoi ?
on a tous peur du cancer, hein, mais ils n'ont pas forcément peur du cancer, ils ont peur des conséquences du cancer, c'est-à-dire de l'impuissance, des troubles de l'éjaculation et de ne plus avoir de sexualité. Et grand nombre d'hommes disent, mais moi, si je ne peux plus avoir de sexualité, j'ai plus lieu d'exister. Hein. Ça fait partie de ma vie et d'une partie intégrante de ma vie. Hein. Et c'est là-dedans, c'est à ce niveau-là qu'il faut, de façon très importante, démystifier, dédramatiser. Et c'est pas parce qu'on a un cancer de la prostate que l'on aura un traitement immédiat. On pourra avoir une surveillance active et que l'on aura des conséquences importantes sur la sexualité. Et même s'il doit y avoir des conséquences, il y a toujours des moyens de favoriser une sexualité. D'ailleurs, pourriez-vous nous rappeler où est située la prostate dans le corps et sa fonction ? Oui. Alors la prostate, c'est un tout petit organe. Là, vous voyez hein, sur le schéma. C'est un tout petit organe qui est situé sous la vessie, hein, comme vous le voyez, et qui est situé juste en avant du rectum. Cette prostate, hein, c'est une petite glande qui n'est pas très grosse, hein, qui fait environ 20 cm3 et qui a la taille d'une grosse châtaigne, hein, et la même forme qu'une grosse châtaigne avec 2 petits lobes. Son rôle, il fait partie donc des organes de la reproduction masculine. Son rôle, c'est de produire un liquide, le liquide prostatique, qui va rentrer dans la composition du sperme, favorisant ainsi la fécondité, des spermatozoïdes. Voilà, c'est un tout petit organe, mais très important. Alors, autour de lui, hein, il y a des petites glandes, les glandes séminales. Il y a des canaux hein, qui permettent d'amener le sperme et le liquide prostatique aux bons endroits. Les canaux déférents, le canal éjaculateur. Voilà, c'est tout. Alors, c'est la raison pour laquelle sa localisation, dans le cadre du dépistage, on a ce fameux toucher rectal. Hein, le toucher rectal, alors, en fait, on met un doigt dans le rectum, et comme la prostate est juste devant le rectum, ça nous permet, à travers le rectum, de découvrir, de sillonner la prostate et de voir s'il y a quelque chose, une petite induration ou des choses de cet ordre-là qui pourraient nous inciter. Quels sont les signes qui doivent alerter un homme s'il y a un problème Alors, il faut savoir que la prostate, donc ce petit organe, peut être la cible de 3 grandes pathologies. Hein, la pathologie la plus fréquente est l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est-à-dire qu'un endroit de la prostate se met à gonfler, elle grossit et elle peut entraîner des symptômes. Vu sa localisation, hein, comme elle est juste au-dessous de la vessie, il y a l'urètre qui passe juste en plein milieu. Quand ça grossit, ça donne envie plus souvent d'uriner et du coup, la nuit, on se lève plus souvent. Donc ça, c'est la première grande cause de pathologie. Ensuite, il y a les prostatites, infection ou inflammation de la prostate, et il y a en effet le cancer de la prostate. Qu'est-ce qui doit amener à consulter ? Moi, je pense que dans un premier temps, sans aucun symptôme, dans le cas du dépistage, il est important, dès l'âge de 50 ans, de venir voir son médecin et de parler avec lui. Hein. Et normalement, hein, le médecin doit vous orienter aussi hein, sur le dialogue de cette prostate. Ensuite, avant ou après 50 ans, tout symptôme anormal. Alors, qu'est-ce qu'un symptôme anormal ? C'est-à-dire que des envies d'uriner plus fréquentes ou des troubles dans la façon d'uriner, hein, un jet urinaire qui est moins puissant, des sensations de pesanteur dans le bas-ventre, des troubles de l'éjaculation, des troubles de l'érection, du sang dans les urines, voilà. Toute chose qui semble anormale doit amener un patient à aller consulter, à en parler, et le médecin jugera d'une opportunité ou pas d'envisager des examens complémentaires. Alors, bien évidemment, tous ces symptômes dont je vous ai parlé ne sont pas des symptômes spécifiques au cancer de la prostate. Hein, ce sont des symptômes d'ordre général, et c'est pas parce qu'on a un symptôme, une envie d'uriner très souvent la nuit, qu'on a du sang dans les urines, qu'on a du sperme dans les urines, du sang dans le sperme, que l'on a un cancer de la prostate, et bien heureusement. Bien heureusement. On va rappeler juste quelques chiffres. Le cancer de la prostate, donc ça touche un homme sur 8 entre 55 et 85 ans, avec une moyenne de 69 à peu près. Tout à fait, tout à fait. Ouais.
Et c'est un cancer qui, un homme sur 8, ce qui fait en effet plus de 50 000 nouveaux cas par an. Alors pourquoi des chiffres si élevés ? C'est parce qu'en fait, on fait un dépistage de plus en plus important. C'est-à-dire que ce cancer n'est pas forcément en augmentation par rapport aux décennies précédentes, mais on le dépiste plus. Donc quand on cherche, on trouve. C'est tout simplement ça. Alors après, il y a des facteurs aussi qui peuvent être avec une fréquence, des cancers qui peuvent être découverts d'une façon plus fréquente dans certaines situations. Je pense que vous avez peut-être entendu parler aux Antilles, le cancer de la prostate est au summum, oui. Suite justement à l'utilisation de certains produits dans les bananeraies. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire que cette situation fait que l'exposition au cancer de la prostate a été plus important. Mais autrement, en effet, 50 000 cas par an environ, ce qui correspond quand même en effet à 137 cas par jour, c'est énorme. Oui. Mais parce qu'on dépiste de plus en plus. Oui, c'est ça. Quasiment équivalent au cancer du sein. En proportion, dont le cancer du sein est beaucoup plus important. Mais c'est énorme, quand même. Oui. C'est énorme. C'est le premier cancer masculin. Oui. C'est le premier cancer masculin. C'est très, très, très important. 26% des cancers masculins. En fait, le problème, comme disait Christophe tout à l'heure, très souvent, ce qu'on entend dans la clientèle, dans ma clientèle, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, les gens me parlent beaucoup plus. Mes clients hommes vont m'en parler beaucoup plus, parce que la photo est en grand dans la vitrine. Donc, les gens mes clients habituels me connaissent, ils savent ce que je crée comme mouvement. Et en fait, quand j'en discute avec eux, il y a deux choses chez l'homme qui leur fait peur, pardon. Il y a le toucher rectal, bien sûr, et puis le résultat. Tout simplement, c'est le résultat. Quand le résultat tombe, parce qu'un homme, ça a beau être un homme, très souvent on dit l'homme n'a pas la force mentale de la femme, que la femme elle est capable d'encaisser beaucoup plus de choses qu'un homme. Et c'est vrai que l'homme, c'est le toucher rectal et c'est vraiment la peur du résultat. Un homme, dès qu'on lui annonce un cancer, je consulte la chose, mais ils se sentent déjà morts, quoi. Je veux dire, et c'est vrai que on le sait, on est des hommes, on sait très bien que les hommes, on est beaucoup plus fragiles psychologiquement que vous, mesdames. Donc du coup, voilà. Mais c'est vrai que très souvent, ça, le toucher rectal, c'est rédhibitoire pour beaucoup d'hommes. Je trouve ça assez ridicule. Parce que je me dis, après, faut choisir, quoi. Je veux dire, vaut mieux avoir un toucher rectal et puis au moins être sauvé que dire, non, moi je le ferai jamais. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu le faire et qui sont plus là aujourd'hui, quoi, tout simplement. Donc, on parle des cancers de la prostate chez les hommes de plus de 50 ans. Est-ce qu'il y a des cancers chez les plus jeunes ? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors, c'est vrai que la moyenne d'âge, comme vous disiez tout à l'heure, est de 69 ans. C'est la moyenne d'âge de diagnostic. À partir de l'âge de 50 ans, on a un dépistage qui doit être actif. Mais en effet, dans de rares situations, on a ce cancer chez des patients plus jeunes. Parfois, quand ils sont comme ça plus jeunes, ce sont souvent des cancers plus agressifs. Plus agressifs. Mais c'est rare, mais ça existe, il faut le savoir. Vous aviez évoqué lors d'une rencontre les cancers chez les plus jeunes, les enfants, par exemple les testicules. Oui, alors le cancer du testicule, c'est un cancer donc, purement masculin en effet. C'est le premier cancer de l'homme entre 18 et 40 ou 35 ans à peu près. C'est le premier cancer de l'homme. Alors il y a environ 2200 cas par an de cancer du testicule. C'est un cancer qui se traite très 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 bien, plus de 95% de guérison, et qui se découvre d'une façon totalement fortuite. C'est la découverte sur un testicule, on sent une petite boule. Et voilà, ça doit amener à consulter. C'est un cancer du patient jeune, la plupart du temps. Un super moyen de découverte de ce cancer était, il y a quelques années, c'était le service militaire. En fait, lorsque les jeunes étaient en incorporation, moi j'ai été médecin quand j'ai fait mon service militaire, donc j'ai été médecin. Et en fait, on nous demandait de palper les testicules de tous les jeunes incorporés.
Et c'était un moment de leur vie où, en fait, on palpait les testicules et, en fait, ça permettait de découvrir. Bon, aujourd'hui, on demande aux jeunes gens de se palper régulièrement. Et puis, voilà, comme l'autopalpation des seins chez la femme, ça fait partie des choses qui sont recommandées. Et voilà, moi, je sais que régulièrement, je demande à mes patients jeunes de leur palper leurs testicules si besoin est, ou de me dire si eux, ils ont trouvé des anomalies, et de les inciter à le faire en tout cas. Ouais. Et est-ce que c'est aussi tabou? Est-ce qu'ils en parlent facilement, les plus jeunes, ou... Paradoxalement, ça paraît beaucoup moins tabou, le cancer des testicules, que le cancer de la prostate. En effet, c'est beaucoup moins tabou. Alors généralement, faut savoir que le cancer du testicule est un cancer qui est la plupart du temps unilatéral. Il y a un seul testicule qui est touché. Donc ça veut dire que la fonction entre guillemets reproductrice n'est pas touchée. Ça n'est que dans de très rares cas, 1 à 2% où les deux testicules peuvent être atteints. Mais voilà, il n'y a pas de trouble de l'érection, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas cette image de la virilité sexuelle qui est en jeu. Comment on soigne les cancers masculins et celui de la prostate aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des centres plus spécialisés que d'autres sur le département, alors, la région? dans tous les hôpitaux, les hôpitaux, notre département a quand même des hôpitaux de référence, La Rochelle, Rochefort, Royan, Saintes, Saint-Jean-d'Angély. Dans tous les hôpitaux, il y a des services d'urologie qui sont en mesure de prendre en charge toute cette pathologie, que ce soit sur le plan chirurgical, médical ou oncologique, sur le plan cancérologique. Après, il y a des centres de référence, que sont les CHU. Lorsqu'il y a des problèmes qui justifient une prise en charge très spécifique, c'est au CHU. Comment on traite un cancer de la prostate? Alors, il faut savoir qu'on ne traite pas forcément systématiquement. Oui. C'est-à-dire que lorsque le patient vient consulter son médecin, que le médecin a une suspicion de quelque chose, il envisage en effet des examens complémentaires. Ces examens complémentaires, donc déjà la base peut être en effet le toucher rectal, mais une prise de sang avec un taux de PSA et, si besoin, une IRM prostatique qui est un élément très très précis qui nous permet de voir s'il y a des zones cibles au niveau de la prostate. Ensuite, en cas de positivité de ces éléments, on adresse le patient à un spécialiste, à un urologue, qui lui juge de l'opportunité de faire des biopsies de la prostate qui nous permettent d'analyser les zones et en fonction de voir s'il y a des cellules cancéreuses au niveau de cette prostate. En fonction de l'âge, en fonction de la localisation, en fonction du type de cancer, c'est-à-dire de l'extension locale ou pas, on envisage un traitement ou on envisage ce que l'on appelle une surveillance active. Cette surveillance active est beaucoup plus précise depuis quand même quelques années, où en effet, on ne traite pas systématiquement des patients chez qui on a découvert des cellules cancéreuses, mais on les surveille activement. C'est-à-dire que tous les 3 mois, on fait un dosage de PSA, régulièrement, on refait des IRM qui nous permettent de suivre l'évolution. Et moi, j'ai des patients qui sont suivis par des urologues depuis 6-7 ans, avec initialement des cellules cancéreuses aux premières biopsies et dont on suit le PSA, on suit l'évolution et tout se passe très très bien. Ce qui permet de reculer au plus tard les autres traitements. Alors après, les traitements. En fonction comme je vous disais, de l'âge, de l'importance du cancer aux biopsies, on peut être amené à faire ce qu'on appelle une prostatectomie, enlever la prostate. Ce qui est un acte chirurgical qui est de moins en moins fait, parce qu'on les découvre de plus en plus. Ensuite, on peut être amené à faire de la radiothérapie, des rayons X sur les zones de la prostate. On peut être amené à faire de la curithérapie et également de l'hormonothérapie, en donnant des traitements hormonaux aux patients afin de bloquer les cellules, afin de
si vous voulez, d'éviter que ce cancer se propage. Hein. Le premier site de propagation d'un cancer de la prostate, ce sont les os. Hein. Et il peut entraîner des atteintes secondaires au niveau des os, que l'on appelle des métastases. Et voilà, hein, c'est un autre site de localisation d'un cancer de la prostate. Et les traitements hormonaux, justement, permettent de limiter ces extensions. Est-ce que vous avez des conseils pour la prévention, en fait, des cancers masculins ? Des conseils dans la prévention. Alors, ça va être des conseils dans le cadre du dépistage, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire que si symptômes, quels qu'ils soient, on va y voir son médecin et on en parle avec lui. Dès l'âge de 50 ans, même si nous n'avons pas de symptômes particuliers, c'est aller voir son médecin, hein, au moins une fois par an. Ensuite, des conseils, c'est avoir une bonne hygiène de vie. C'est pas de tabac, c'est activité sportive, c'est une alimentation pas hyper calorique. Alors après, il y a des études qui nous disent qu'il faut avoir une alimentation plus riche en sélénium, en lycopène. Après, voilà. C'est des choses, entre guillemets, je dirais peut-être plus anecdotiques. Il y a moins de viande, plus de légumineuses, mais on reste dans quelque chose de plutôt un peu lointain, pas très certain. Hein. Ce qui est important, c'est le tabac pour l'arbre urinaire. Hein, c'est très important parce que le tabac n'est pas qu'uniquement un facteur de risque sur le plan cardiovasculaire ou pulmonaire. Hein. Les cancers rénaux, les cancers de l'arbre urinaire peuvent être en relation avec le tabac. Et une bonne hygiène de vie, une alimentation saine, une activité physique, lutter contre l'obésité, voilà. Nous arrivons au terme de cette émission. Je rappelle que vous avez lancé un appel donc pour des volontaires pour la 5e photo. Exactement. Donc ce sera le 6 mars. Exactement, alors, c'est le 6 mars. Voilà, donc comment on vous contacte ? Alors, comment on me contacte en fait ? C'est bien, déjà on a la page Men Cause Men Combat. Toujours. Bien sûr, il ne faut pas hésiter à nous laisser un message pour ceux qui ont les réseaux sociaux, d'aller sur ma page Facebook Hugo Guérin, ou alors après de me contacter par téléphone, directement sur mon portable. Donc on a le numéro qui va s'afficher. Voilà, le numéro qui va s'afficher pour qu'on puisse, ceux qui n'ont pas les réseaux, vous m'appeler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, comme on dit à chaque fois, on recherche des hommes de tout âge, toute morphologie, qui acceptent de poser nus, sexe caché, bien sûr. On est là pour sensibiliser, impacter, sans choquer les hommes, la population entière, on va dire, par rapport à tout ça. Alors je dis toujours, ce qui est très important, c'est que le photographe, je préfère toujours le préciser aux hommes, le photographe, c'est une femme. Et c'est Sabrina Belli, notre amie photographe, qui est, on va dire, la photographe officielle de cet événement, de ce mouvement, de cet événement, de ce jour-là, en fait. Et puis... qui est une photographe professionnelle. Qui est une photographe professionnelle, bien sûr, talentueuse. Et surtout, comment ça se passe ? Eh bien, nous, les hommes me contactent. Après, nous, on leur donne un rendez-vous. Le 6 mars, on leur donne une heure de rendez-vous à un endroit bien précis, mais qui n'est pas l'endroit de la photo. Parce qu'en fait, très souvent, on me dit, mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, après, nous amenons les hommes qui nous ont contactés sur le lieu de la photo, tout simplement parce que la base de départ, c'est de respecter tous ces hommes, toutes les personnes qui nous rejoignent pour ce mouvement. Donc, parce qu'on est quand même nus à un moment donné, quelques secondes peut-être, mais on est quand même nus. Et on ne peut pas avoir des gens qui ne sont pas invités sur cette photo, sollicités, qui ne nous ont pas contactés. Tout ce qui est presse et tout ça, voilà, entre autres. Voilà. Et je rappelle aussi que vous sollicitez les collectivités pour mener vos actions de prévention en vous mettant à disposition des salles. Exactement. Donc vous avez une date qui est prévue à La Rochelle prochainement, le 10 mars. Voilà, en fait, la mairie de La Rochelle nous a sollicité. On avait été sollicité par la mairie de Saint-Ouen-d'Aunis, qui nous avait en tout premier sollicité. On avait fait une très belle soirée conférence. C'était une première pour nous. Ça avait été... pour nous très important parce qu'en fait on se rend compte au bout de 2 ans qu'en fait notre mouvement il est crédible, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, c'est crédible. On n'est pas là uniquement pour mettre des hommes nus en photo et parce que très souvent on me dit mais pourquoi les hommes sont nus ?
Eh bien, parce qu'on ferait la même photo habillée, en fait, il n'y aurait pas du tout le même impact. On passerait devant cette photo et voilà. Et ça ferait un peu photo de classe, si on va par là, avec des anciens élèves, peut-être, mélangés. Et en fait, là, l'objectif, c'est de sensibiliser toutes les municipalités. On est ouvert à toutes les propositions des conférences qu'on pourra apporter dans toutes les villes, dans toutes les communes. Avec Christophe, on se déplacera avec grand plaisir. Et nous restons un mouvement. C'est très important. Notre but n'est pas du tout de récupérer des fonds, mais de démystifier ce sujet. Voilà. Et un jour, je l'espère, on n'aura plus besoin de faire cette photo. Le mouvement Men Cause Men Combat existera toujours. Mais on n'aura plus besoin de faire cette photo parce qu'on aura enfin réussi à casser ce tabou. En fait, c'est l'objectif, tout simplement. Il y a aussi ce fascicule qui a été édité par le Collège de médecine générale, l'assurance maladie et l'Institut national du cancer, donc où vous pouvez retrouver des informations, certainement chez votre médecin. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu sur le plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau Bulle de vie. Et en attendant, prenez soin de vous.